Conseil national du patronat du Sénégal vous présente l'entreprise citoyenne, magazine radiophonique développé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Les assises de l'entreprise 2018 se sont tenues les 13 et 14 février à Dakar, sous la présidence de M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre. Cette année, le Conseil national du patronat a prévu un programme particulièrement dense. Il y a eu la déclaration du président du CNP sur l'environnement et la compétitivité des entreprises. Il y avait un symposium du secteur privé régional sur l'ouverture du marché de la CEDEAO, relations État, secteur privé et sécurité de l'investissement. Le Salon international des professionnels de l'économie numérique, le CIPEN 2018, organisé par Optique. Une table ronde sur le Fonds vert climat, financement et emploi vert. Et enfin, le colloque international des professionnels des ressources humaines sur le thème formation continue, pratiques et expériences innovantes, organisé en partenariat avec l'ASPRH, l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme L'entreprise citoyenne, nous reviendrons sur la cérémonie de lancement des Assises 2018 avec la déclaration du président du CNP sur l'environnement et la compétitivité des entreprises et l'allocution du Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne. En préambule de son intervention, le président du Conseil national du patronat, M. Baïdi Agne, a souhaité la bienvenue au Premier ministre et a affirmé l'engagement du secteur privé aux côtés de l'État du Sénégal pour la promotion et la réussite du plan Sénégal émergent. Faire comprendre ce qu'est l'entreprise, les risques d'investir, les obligations, les responsabilités, les enjeux et contraintes, résume l'action quotidienne du parti de l'entreprise. Vous avez instruit le gouvernement à faire de l'année 2018 une année sociale, conformément à la volonté du chef de l'État. Alors, permettez-nous d'en déduire qu'elle est aussi l'année de l'entreprise. Le partenaire, ce grand contribuable fiscal qui fait preuve de civisme. Cette entreprise qui n'est pas un lieu de privation, de travail forcé, de discrimination, mais qui renforce la promotion sociale, l'égalité des chances et la dignité humaine des jeunes, des travailleurs et des retraités. Cette entreprise qui entend davantage s'ajuster à l'agenda des chantiers du PSE en satisfaisant les exigences techniques et financières. Le savoir-faire sénégalais est bien visible dans plusieurs secteurs d'activité. Les infrastructures de BTP de haute qualité, l'agro-industrie, les énergies renouvelables, le numérique, la santé, pour ne citer que cela. Lors du dernier conseil présidentiel sur la revue annuelle conjointe de notre politique économique et sociale, j'ai sollicité M. le Président de la République afin qu'il soutienne davantage le secteur privé national, ce que j'avais appelé sa grande famille d'entrepreneurs. Je lui ai réaffirmé que nous étions prêts à répondre aux exigences sociales et économiques de l'État avec une offre compétitivité-prix et compétitivité-qualité. Soutenir davantage son secteur privé national, sa famille d'entrepreneurs présente bien des avantages. Donc, croissance plus inclusive et souveraineté économique mieux affirmée, réduction du déficit de notre balance commerciale des biens et services, moins de soucis à la BCEAO et à notre trésor public en matière de rapatriement et de transfert des capitaux. Et encore, mieux circonscrire cette dépendance extérieure sous forme de services après-vente
et celle de sous-traitants privés locaux à durée indéterminée. Ce soutien ne se limite pas au marché public. Nous le voulons également à l'accès aux fonciers, la protection du Made in Sénégal dans l'industrie, l'agriculture et les services, les concessions publiques, l'encadrement aux entreprises en difficulté et l'accompagnement à l'export. Alors que dire de plus à notre partenaire? L'administration, si ce n'est regardez d'abord ce que nous pouvons faire ensemble et faites-nous davantage confiance. Quand on regarde cet hémicycle, on ne peut qu'être fier au regard d'autant de chefs d'entreprise et de compétences, d'autant d'hommes et de femmes engagés dans l'émergence du Sénégal. Le patronat ouest-africain est à Dakar. Il est présent à nos assises pour apprécier le contexte socio-politique et le climat des affaires dans notre région. Il est là parce que l'Afrique de l'Ouest a toujours besoin de paix sociale et de stabilité politique, et c'est d'autant plus que nous n'avons toujours pas fini avec le terrorisme. Nous rappelons que nous formons à travers la CEDEAO une communauté exceptionnelle et d'avenir, solidarité, diversité culturelle, pluralité linguistique, performance économique jamais égalée, et que bien d'autres régions du monde nous envient. Notre confiance, l'entreprise la renouvelle aux leaders politiques de notre région pour qu'ils se parlent davantage, confrontent leurs idées et qu'ils préservent nos acquis. C'est ainsi et avec un immense plaisir que le CNP accueille la très forte délégation des organisations patronales des pays de la CEDEAO, conduite par mes pairs présidents, le président Aka, du patronat ivoirien et président de notre confédération patronale d'Afrique de l'Ouest, le président Diagana de la Gambie, le président Koulibaly du Mali, le président Seydou du Niger, le président Tamegon du Togo, ainsi que par les vice-présidents et hauts responsables du patronat du Cap-Vert, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Libéria et du Nigeria. Donc merci à vous tous, ainsi qu'aux chefs d'entreprise si nombreux qui vous accompagnent à nos assises. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue dans notre pays à nos hôtes du CIPEN, de l'ASPRH et du Fonds Vert Climat. Il a également été question de l'attractivité de la CEDEAO qui suscite des demandes d'adhésion, le point de vue du secteur privé quant aux perspectives de l'intégration du Maroc à la CEDEAO. Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, notre CEDEAO, elle est si attractive qu'elle suscite tant d'intérêt de la majorité des pays de l'Union du Maghreb arabe. J'ai eu à dire à la présidente du patronat marocain, pourquoi même voulez-vous adhérer à la CEDEAO? Vous êtes déjà chez nous ici au Sénégal et dans notre région. Le secteur bancaire peut en témoigner, celui de l'assurance, du BTP et tant d'autres secteurs. Notre marché de la CEDEAO vous est déjà ouvert à l'investissement avec tous les avantages. Par contre, il est temps qu'on parle de réciprocité, de vos mécanismes de protection implicite et barrières non tarifaires. Le partenariat gagnant ne peut être qu'à sens unique. L'entreprise partage notre très grande fraternité avec les pays du Maghreb arabe. Mais les préalables sont là, et ils sont si nombreux, notamment la réalisation d'études d'impact approfondies sur le secteur productif, l'emploi, les recettes douanières, etc. Telle est la demande
que notre président de la FOPAO a adressé à la commission de la CEDEAO suite à notre Assemblée générale du mois d'octobre dernier. Mieux encore, interrogeons-nous, sont-ils prêts à abroger leurs dispositions constitutionnelles, juridiques et judiciaires, législatives et réglementaires nationales contraires à notre droit communautaire? Sont-ils disposés à accepter et rendre exécutoires les décisions de justice de la Cour de la CEDEAO? Quid de la nouvelle flexibilité de leur monnaie nationale, nouveau levier de compétitivité à l'exportation? Et enfin, de l'application du TEC, des règles d'origine, sans oublier la réciprocité dans les marchés publics, etc. Beaucoup d'interrogations auxquelles nous n'avons que très peu de réponses. Donc nos chefs d'État ont opté pour la prudence et ils ont raison. Quant à nous, nos assises nous offrent l'opportunité de partager les enjeux et perspectives de l'élargissement de la CEDEAO, mais aussi de prendre connaissance de l'état d'avancement de la zone de libre-échange continentale. Vos présences, Monsieur le ministre, à notre symposium régional honorent l'entreprise et confirment cette nécessité de partager une vision commune État-secteur privé sur l'avenir économique de la CEDEAO. L'environnement et le changement climatique n'ont pas manqué aux réflexions du secteur privé. Écoutons le point de vue du président Baïdy Agne. Le changement climatique, est-il encore possible de plaider l'ignorance? Faire preuve de responsabilité et agir, nos industriels de la vallée sont dans l'action. Ils viennent de concevoir, avec notre groupement professionnel des industriels, un programme de gestion et de valorisation des déchets agro-industriels. La dépollution de la baie de Han, on n'y arrivera pas en appliquant tout simplement la règle du pollueur-payeur. Il nous faut régler la question du financement des stations de pré-traitement et d'interconnexion au réseau d'assainissement. L'industriel responsable ne peut agir seul. L'accompagnement de l'État et des partenaires au développement durable est indispensable. Le Fonds vert climat offre des opportunités de financement privé et public, porteuses de croissance verte. Cependant, combien sommes-nous à connaître les critères d'éligibilité, les procédures et les montants? Ce voile, notre table ronde sur le Fonds vert climat et les emplois verts de nos assises entend le lever avec vous, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Industrie. Nous parlerons aussi de l'architecture et du BTP face au changement climatique, des mécanismes de transfert technologique, ainsi que cette énergie positive de la Sénélec, fruit de plus en plus d'un bon partenariat public-privé que nous voulons plus protectrice du climat et la moins chère. Et enfin, écoutons ces paroles de l'entreprise éco-responsable qui dit « J'ai besoin d'être soutenu par une fiscalité incitative et adaptée à l'investissement dans les énergies renouvelables, la lutte contre l'érosion côtière, la dépollution et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le retour sur l'investissement demande du temps, il est sur le long terme. Notre État est engagé dans la COP 23. Notre plaidoyer d'allègement fiscal aujourd'hui aura très certainement une réponse favorable du gouvernement. La finance également a fait l'objet de préoccupations du secteur privé, notamment les périls de la régulation du monde de la finance. Monsieur le ministre du Budget, auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, il est du devoir du Conseil national du patronat
d'alerter lorsque le monde de la finance entend davantage réguler et superviser le financement bancaire de notre croissance économique. De Bâle I en 1988, nous sommes aujourd'hui à Bâle IV. On nous impose de nouvelles règles de financement bancaire encore plus contraignantes et de nouveaux mécanismes de contrôle des établissements bancaires. Dans notre zone monétaire, on en parle très peu. Nos institutions financières régionales sont timides et on applique progressivement des dispositions prudentielles internationales de Bâle. L'argumentaire du risque crédit, du risque marché, du risque opérationnel est porté à un niveau optimal, jamais égalé et ne se justifiant pas pour nos pays. La conséquence, celle qui se dessine déjà, c'est la réduction des capacités de notre secteur bancaire à financer nos économies, nos entreprises et nos ménages. Donc, moins de concours bancaires, hausse des taux d'intérêt, plus de sûreté réelle et personnelle exigée. Ce qui est bon pour JP Morgan, SHBC, est si loin de nous et des réalités de la BNDE, de Attijari, de la BRM, BHS, etc. Demain, la trésorerie des entreprises, les découverts et crédits bancaires des ménages seront impactés, mais aussi le financement du plan Sénégal émergent. Oui, la tâche de notre cher ministre du Budget ne sera pas aisée, celle de mobiliser davantage des ressources du PSE pour les infrastructures, l'habitat social, la campagne arachidière, l'emploi des jeunes et les contrats PPP. À présent, voyons les leviers d'une croissance durable. Nos performances économiques, elles se confirment d'année en année. 6,8% en 2017 et des prévisions de l'ordre de 7% en 2018. Ainsi qu'un classement meilleur au Doing Business. Ceci est le fruit d'une bonne gouvernance macroéconomique et budgétaire. L'entreprise est persuadée qu'une bonne réforme du Conseil présidentiel de l'investissement aura également un effet bénéfique sur le climat des affaires. Nous gagnerons en efficience en instaurant un Conseil présidentiel de l'investissement ne traitant que d'une ou au maximum 3 questions majeures nécessitant l'arbitrage du chef de l'État et l'application de sa directive présidentielle. Cela suppose bien entendu que le secteur privé et l'APIX réexaminent le format actuel, la méthodologie de travail et le contenu. Le plan Sénégal émergent. Il a, de 2014 à 2017, engendré une amélioration de notre productivité totale des facteurs de 1,3%. Cette performance, nous la devons à l'investissement en capital et non à la productivité du travail. Cet investissement en capital, nous le faisons ensemble, secteur public et secteur privé. Ce constat est celui de la DGPPE de notre ministère des Finances. Et il ressort de son analyse comparative avec 5 pays de référence, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Kenya, Malaisie, Pérou, Tunisie. Que premièrement, pour l'investissement en capital, notre pays est le deuxième après le Maroc, avec un taux de 25,3% du PIB. Quelle bonne performance, il faut s'en réjouir. 2. Pour la productivité du travail, notre pays enregistre de loin le taux le plus faible. C'est fort regrettable. Il est inférieur de 63% à celui de la Malaisie et de la Tunisie, 60% du Pérou, 32% de Costa Rica, 29% du Maroc
15,7% de la Côte d'Ivoire et 5% du Kenya. En levant ce handicap majeur, 1 à 2 points de croissance supplémentaires s'offrent à nous, à notre PSE. Monsieur le Premier ministre, la congestion portuaire, en 2 mots, urgence et complexité. Nous parlons là de congestion qui n'est ni conjoncturelle ni récurrente, mais plutôt de congestion structurelle qui se dégrade de jour en jour. Surcoût, préjudice, perte. Voilà ce que l'on entend tous les jours au port autonome de Dakar. Les raisons sont connues, c'est principalement des retards d'investissement. L'emploi des jeunes et les enjeux du numérique, qu'en pense le Conseil national du patronat, le président Baïdy Agne? L'emploi des jeunes. Les enquêtes de perception du climat des affaires auprès des entreprises que nous faisons avec nos organisations patronales sœurs, la CNES, l'UNOQUA, UNOQUA Diapo, GES, Chambre de commerce, révèlent que l'année dernière, en moyenne, une entreprise sur 3 a procédé au recrutement des jeunes. Les secteurs ayant le plus recruté sont l'agriculture, les BTP, l'économie numérique et le commerce. Nos entreprises recrutent. Elles le font sans publicité et en toute responsabilité citoyenne. Ce dynamisme est à apprécier. Et ces tendances observées devraient être confirmées très prochainement par les statistiques officielles du travail. Le CNP demande surtout à notre jeunesse et à nos travailleurs de mesurer à quel point l'avenir emploi, l'avenir métier sont désormais dans l'intelligence artificielle couplée à la numérisation, à l'automatisation et à la robotisation. Dans les 10 à 20 ans à venir, au moins 60% des entreprises en seront impactées et en plus, 250 millions d'emplois non qualifiés seront détruits. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, nous allons progressivement vers un nouveau type de contrat social dans les entreprises, mais aussi dans la fonction publique et ses démembrements. Les nouveaux visages du travail privilégient la flexibilité et la revendication syndicale d'acquis sociaux, le contrat commercial plutôt que le contrat de travail. Cette réalité socio-économique du monde du travail, nous la voyons tous, n'est-ce pas, mes chers partenaires secrétaires généraux des syndicats des travailleurs? Qui dit organisation professionnelle de référence et dit dialogue social, la position du secteur privé quant à la relation avec les organisations de travailleurs sur les questions sociales. J'ai reçu le secrétaire général de la CNTS. Je lui ai dit, mon cher Mody Guiro, avant de décréter soudainement une marche syndicale, venez au moins nous voir pour qu'on se parle. Nous avons toujours été ouverts au dialogue avec la CNTS et toutes les autres centrales syndicales de travailleurs, soit l'UNSAS, CNTS-FC, CSA, etc. L'augmentation de la prime de transport, le patronat vous l'a déjà accordé depuis 1 an. La revalorisation du SMIC et du SMAG, c'est vrai, depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu d'augmentation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le patronat vous a notifié son accord de principe l'année dernière. Par contre, la hausse de 64% que vous demandez, elle n'est pas soutenable pour l'entreprise, vous le savez parfaitement. L'entreprise attend de vous une démarche plus raisonnable. Quant à nos conventions collectives, elles sont anciennes, mais vous ne les avez jamais dénoncées. Et pourtant, depuis nos assises de 2013, le patronat vous a invité à leur réactualisation. Entre autres, vous avez 2 conventions sectorielles gardiennage boulangerie sous l'égide du ministère du Travail en cours de finalisation. S'il y a maintenant
des cas d'entreprise où les droits des travailleurs ne seraient pas respectés, c'est toujours possible. Mais au moins, présentez-nous cette liste et nous les sensibiliserons. Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social, le parti de l'entreprise se devait d'apporter ces clarifications. Ouvert au dialogue social, nous le sommes, et notre tripartisme que nous construisons avec le BIT en atteste. Ce qui est possible socialement et financièrement réaliste, l'entreprise y répond toujours favorablement. La compétitivité repose essentiellement sur le renforcement du capital humain. Monsieur Baïdi Agne. En réponse aux nouvelles formes de travail et aux défis de l'innovation technologique, il est indispensable de privilégier la mise à niveau et la formation continue dans l'entreprise. Nos professionnels des ressources humaines l'ont parfaitement compris et il est heureux qu'ils organisent à nos assises ce colloque international sur la formation professionnelle continue, meilleures pratiques et innovation. Nous savons l'importance que le chef de l'État accorde à la formation professionnelle en portant de 500 millions à 15 milliards les ressources de la CFCE. Et cet engagement de l'État, nous le mesurons encore une fois par la présence de ce colloque de Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et Monsieur le ministre du Travail. Manifestation conjointe aux Assises de l'entreprise 2018, le CIPEN, le Salon international des nouvelles technologies. 40 professionnels exposants nationaux et internationaux, 10 organisations professionnelles du numérique d'Afrique et d'Europe, plus de 2500 visiteurs professionnels inscrits. Il est peu probable de voir un secteur d'activité de notre économie qui suscite chaque année autant d'engouement. Monsieur le ministre de l'économie numérique, la concertation publique-privée s'est fortement améliorée, nous souligne Antoine Gomme, président de Optique et son groupement professionnel de TIC. Juste encore 3 points majeurs soulevés. 1. Une composition majoritaire du secteur privé et de la société civile dans les instances du Conseil national de l'économie numérique. 2. Le démarrage des travaux du parc de technologies numériques, la réactualisation du Code des télécoms. Quid de la fiscalité parmi les préoccupations du secteur privé? Difficile de ne pas parler de fiscalité à nos assises. La nouvelle plateforme de télédéclaration, télépaiement des impôts et taxes est fonctionnelle. Un travail remarquable a été accompli par la Direction générale des impôts et domaines. C'est une très forte demande de l'entreprise et notre intercommission fiscalité du secteur privé s'est beaucoup investi pour sa mise en œuvre. Maintenant, la solidarité sociale par la fiscalité, organisons-la en privilégiant l'égalité des traitements des contribuables, l'élargissement de l'assiette fiscale au cordon douanier et la baisse de cette très forte pression fiscale sur les mêmes contribuables. Ne laissons pas la santé de l'entreprise uniquement entre les mains de l'inspecteur des impôts et de l'inspecteur des douanes, qui sont astreints à des objectifs de recettes. Objectifs de performance qu'ils ont l'obligation d'atteindre, que l'entreprise soit en période de croissance ou en difficulté. Et pour aller plus vite, il est toujours plus facile de frapper à la porte des mêmes contribuables. Ne parlons pas également de patente à l'entreprise, mais de contribution économique locale. Nous avons beaucoup travaillé avec l'administration fiscale pour avoir cet impôt plus simple, plus équitable et facile à recouvrer. Ne laissons pas une année de plus l'entreprise dans l'incertitude. Mettons en application cette réforme tant attendue. Le parti de l'entreprise remercie les chefs d'entreprise, ses partenaires, la Fondation Konrad Adenauer et le BIT et tous ceux qui soutiennent l'édition 2018
de ces assises de l'entreprise. Le futur du Sénégal, c'est le parti de l'entreprise. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous êtes bien sur l'entreprise citoyenne, le magazine du Conseil national du patronat du Sénégal en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Notre émission de ce jour est consacrée à la cérémonie de lancement des Assises de l'entreprise édition 2018 qui se sont déroulées les 13 et 14 février à Dakar. Aujourd'hui, cérémonie de lancement. À l'issue de la déclaration du président du Conseil national du patronat, M. Baïdi Agne, sur l'environnement et la compétitivité des entreprises, le Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, a répondu au secteur privé comme un allié objectif pour la réussite de l'équipe Sénégal. Sachez que le président de la République souhaite et nous demande d'ouvrir nos portes tous les jours pour vous écouter et pour faire du partenariat tripartite, État, syndicats, secteur privé, le levier de la croissance dans ce pays. Je voudrais vous rassurer, cette posture de soutien, de partenariat, et vous avez dit de complicité avec le secteur privé, pour nous n'est pas un choix, c'est le choix. C'est le choix parce que vous êtes notre force de frappe. Je dirais, pour l'équipe Sénégal, vous êtes les joueurs sur le terrain. La croissance, c'est vous. Le chef de l'État en serait peut-être l'entraîneur de l'équipe en définissant la stratégie. Mais c'est vous les joueurs sur le terrain. Donc, si aujourd'hui nous célébrons une croissance retrouvée, on parle de 7,1 cette année, nous vous le devons. Et je voudrais qu'ensemble on applaudisse les membres du secteur privé sénégalais. Inscrites dans le calendrier des rencontres phares de l'année, vos assises constituent un moment important de dialogue et de partenariat tripartite, État, patronat, travailleurs autour de l'entreprise. Monsieur le Président, je peux témoigner ici de votre engagement personnel dans ce dialogue de qualité, ainsi que de la contribution d'entreprises membres de votre organisation dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il m'est ainsi agréable de constater cette présence de plus en plus significative d'entreprises sénégalaises dans la réalisation des projets et programmes d'infrastructures publiques et dans le dynamisme de l'activité économique en général. Vous le savez, notre plus grande ambition, celle du président de la République, est de voir notre secteur privé, je voulais dire notre famille d'empereurs nationaux, pour reprendre vos mots, Monsieur le Président, se fortifier davantage et notre économie avec elle. Notre dispositif d'appui ainsi que les concertations techniques qui nous réunissent régulièrement s'inscrivent assurément dans cette dynamique. Permettez-moi aussi de me réjouir de la dimension régionale de vos assises cette année, avec la participation du secteur privé des pays de la CEDEAO. C'est l'illustration parfaite que nous avons une communauté de destin qui doit s'exprimer à travers des relations économiques et socio-culturelles renforcées. L'avenir de notre sous-région et de sa population en dépend, vous l'avez dit, Monsieur le Président. La bataille pour le développement dans notre espace national et régional ne saurait se concevoir sans la construction d'une stabilité politique et d'une paix sociale durable reposant sur une pratique démocratique du pouvoir. Nous partageons tous la même passion pour un Sénégal et une Afrique que nous voulons unis, prospères et solidaires. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, notre région Afrique de l'Ouest est attractive. Elle dispose d'un fort potentiel économique
et suscite par conséquent de nouvelles demandes de coopération et d'adhésion de la part de pays frères comme le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, qui en faisaient partie et qui en étaient sortis et qui veut revenir. Il faudrait s'en féliciter. Toutefois, Monsieur le Président, vous l'avez dit, je voudrais rappeler ici la décision de nos chefs d'État lors du sommet de la CEDEAO le 16 décembre 2017, demandant à la Commission d'en mesurer ce retour ou cette entrée, c'est selon, d'en mesurer quantitativement et qualitativement les impacts. N'oublions pas toutefois que nos États sont avant tout soucieux de développement socio-économique, c'est-à-dire de davantage d'investissements productifs, de plus de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons besoin en effet de construire une économie régionale intégrée, forte et compétitive. Et cela, nous ne pouvons le faire sans notre secteur privé régional. Les études d'impact de la CEDEAO nous indiqueront les orientations à prendre en privilégiant toutefois les intérêts de notre région et du secteur privé régional. Cependant, il est important que ce secteur privé régional étaye ses préoccupations. Vous venez d'en citer quelques-unes qui retiennent toute notre attention. Il est souhaitable, je disais, que le secteur privé régional s'organise dès à présent pour prendre part aux réunions techniques qui pourraient être nécessaires avec la commission de la CEDEAO. Nous avons pour notre part un peu d'expérience. Je me souviens de la création de l'UEMOA. Donc je pense que c'est de tels schémas avec des équipes mixtes, État, gouvernement, secteur privé, qui devraient prendre cette question avec un comité des mandats comme ça se faisait, avec une position commune, et que ce dossier ne doit pas être comme ça traité à la légère. Ce n'est pas une affaire seulement de politique, c'est une affaire d'étude d'impact pour voir quelle est la vraie conséquence de l'ouverture de nos frontières à des pays frères, certes, mais des pays qui ont un différentiel de compétitivité par rapport à notre zone. Je voudrais rappeler toutefois qu'au-delà de la CEDEAO est également en chantier l'important projet de la ZELEC, la zone de libre-échange continentale. Et je pense que c'est cette année qu'il est prévu, c'était même 2017, et le prochain sommet de l'Union africaine doit être justement sur la ZELEC, un sommet spécial avec le président Kagame en mars prochain. Donc ZELEC, c'est également en chantier et ça arrive. Il y a des choix à faire et une vigilance à renforcer. En effet, il ne saurait être acceptable que le commerce intra-africain continue de ne représenter que 13% du commerce total continental et qu'au niveau de la CEDEAO, les échanges intracommunautaires ne représentent que 10% des importations globales de la région. La voie, c'est la ZELEC, mais à quel prix, je dirais. C'est pourquoi je voudrais inviter les chefs d'entreprise ouest-africains à faire plus de joint venture, à mutualiser leurs capacités techniques et financières pour l'émergence de grandes multinationales régionales. Nous pouvons nous réjouir déjà d'en disposer de telles multinationales régionales dans le secteur des services, notamment financiers. C'est ainsi que notre secteur privé régional pourra faire face et tirer le meilleur profit de la régionalisation et de la mondialisation. La réponse du Premier ministre aux interrogations du secteur privé sur l'évolution de la régulation du secteur financier. Le secteur financier occupe une place importante dans le développement de l'activité économique de notre zone monétaire qu'est l'UEMOA. Globalement, au niveau national, notre secteur financier reste sain et continue de se développer avec la densification du paysage bancaire.
mais l'offre de services financiers adaptés reste encore très timide. Je voudrais inviter les acteurs de ce secteur qui enregistrent des croissances fortes à faire preuve de plus d'audace pour doper davantage l'initiative privée et mieux accompagner l'entreprise sénégalaise. Les contraintes imposées par les accords de Bâle, que vous avez rappelé tantôt, Monsieur le Président, ont effectivement un impact au niveau des mécanismes et conditions de financement bancaire, notamment en matière de couverture des risques. Vous avez raison d'en parler, Monsieur le Président. Il nous faut davantage de prudence dans la mise en œuvre et l'internalisation justement de la réglementation prudentielle applicable aux banques et établissements financiers. Et c'est ce que le chef de l'État nous dit, d'ailleurs, nous membres du gouvernement, tous les jours. On a eu l'OMC, on se souvient, 95, on signe, et allez hop, valeur transactionnelle, ouverture tous azimuts. Et après, on accuse le coup, mesures d'accompagnement, etc. Il nous dit tous les jours, avant d'aller en mission signée au nom du Sénégal, il faut que vous veniez ici, dans les plateformes qu'il faut, avec les études d'impact, pour que les bonnes décisions soient prises. Dans ce cas-ci, bien sûr, il s'agit de l'UEMOA. On n'est pas seul. Mais il y a aussi un comité des mandats, et tout ça doit être réactivé et mis à niveau avec les destinataires des politiques que nous menons, aussi bien au plan national que communautaire. C'est la voie, je pense, qu'il nous faut consolider si on veut vraiment aller de l'avant en préservant nos propres intérêts. La présente édition des Assises de l'entreprise m'offre également l'occasion de rappeler l'option de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, d'incliner en 2018 le plan Sénégal émergent vers davantage d'inclusion sociale pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Un Sénégal où l'on produit plus de richesses et où règne une forte solidarité envers les moins favorisés. Pour ce faire, nous avons décidé de poursuivre les investissements structurants tout en maintenant le rythme des réformes et le renforcement de l'investissement dans le capital humain. Oui, un capital humain qui doit être mieux formé dans les filières ciblées par le secteur privé pour stimuler tous les secteurs à fort potentiel de croissance et d'emploi et accélérer ainsi la transformation structurelle de notre économie. Concernant le financement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'État consacrera plus de 81 milliards de francs CFA d'ici 2020 au renforcement de l'employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle et au renforcement de l'offre d'infrastructures de formation professionnelle, afin de leur offrir une qualification certaine, leur permettant de devenir de véritables professionnels dans leur domaine. On démarre avec le secteur privé. Le projet de formation duale, école-entreprise, c'est quelque chose qui va démarrer. Au départ, le chef de l'État avait annoncé 10 000 jeunes avec des bourses de 40 000 francs complétés par un différentiel de salaire que vous paierez. C'est finalement 25 000 jeunes qui sont ciblés. Et je voudrais féliciter le secteur privé pour cela. Je voudrais également rappeler que sur instruction de M. le Président de la République, 75% des 23 milliards de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, CFCE, sont actuellement alloués à la formation professionnelle. Et nous allons vers l'objectif de 100%. Je me réjouis de la place que vos assises accordent à cette question à travers le colloque international des professionnels des ressources humaines sur le thème la formation professionnelle continue, innovation et bonnes pratiques. Vos conclusions, bien entendu, feront l'objet d'un examen attentif de la part du gouvernement. Doper la croissance est un des éléments fondateurs de la réussite du PSE. Doper la croissance, aujourd'hui estimée à 7,1% finalement en 2017, c'est aussi créer les conditions d'une compétitivité et d'une attractivité plus forte de l'économie
C'est ce qui justifie la poursuite des réformes fiscales et douanières. Je voudrais vous rassurer, la réforme fiscale et la réforme de la patente a été adoptée depuis au moins 2 mois ou 3 par le Conseil des ministres et c'est à l'Assemblée nationale pour le vote de la loi. Donc cette année, normalement, nous l'aurons, la réforme de la patente pour la contribution économique locale. C'est ce qui justifie donc la poursuite des réformes fiscales et douanières, la création d'un tribunal de commerce et des chambres commerciales d'appel pour garantir une meilleure exécution des décisions de justice dans les meilleurs délais. Ce besoin d'un désengorgement des tribunaux et d'un traitement plus rapide des contentieux, vous l'avez exprimé. Si le gouvernement améliore tous les jours l'environnement des affaires, c'est avant tout pour vous, pour le secteur privé national. L'élargissement de l'assiette fiscale est une priorité du gouvernement. Faire preuve de civisme fiscal s'impose aussi à toute entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. La charge de l'impôt se doit en effet d'être équitablement répartie et les dispositifs de télédéclaration, télépaiement ainsi que de numérisation du cadastre favoriseront certainement une meilleure gouvernance et une meilleure transparence fiscale. Le secteur privé a également manifesté des préoccupations par rapport à la congestion portuaire. Écoutons les réponses du Premier ministre. En ce qui concerne la problématique relative à la congestion portuaire, je veux vous rassurer qu'elle est au cœur des préoccupations du gouvernement. Comme vous le savez, le gouvernement a démarré les travaux de construction du port minéralier et vraquier de Bani Sendou et suivra la construction du port de Ndayane. Parce que le problème, vous l'avez dit, c'est un retard d'investissement. Je me réjouis aussi de noter que le Salon international des professionnels de l'économie numérique, ça c'est mon favori, je suis du métier, et encore une fois organisé par Optique, et il a réellement pris son envol. Cette année 2018 sera déterminante pour la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025, avec la mise en œuvre des organes de gouvernance et la promotion et le développement des incubateurs, start-up, data centers et autres plateformes de développement et de création de services à valeur ajoutée. Je note cette dynamique de recrutement de jeunes dans les entreprises, notamment dans plusieurs secteurs d'activité. La demande d'emploi, elle est là, elle est forte et nous avons la commune obligation, État et secteur privé, d'y répondre. Le PSE numérique, c'est aussi Smart Sénégal. C'est 2500 km de fibre optique en cours d'installation. C'est un supercalculateur, l'ordinateur le plus puissant en Afrique subsaharienne, acheté, qui va être ici à la Cité du Savoir. C'est aussi le projet de parc de technologie numérique qui a été financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 75 millions de dollars. Avec le ministre en charge de l'économie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé, très prochainement, nous allons rencontrer Optique et tous les professionnels du secteur pour voir comment tirer profit de ce supercalculateur, de ces autoroutes du futur représentées par les 2500 km de fibre optique et de l'accélération de la construction du parc de technologie numérique. Parce que si l'État fait cela, c'est l'entraîneur. Mais les joueurs, encore une fois, ce sera les membres de l'Optique. À présent, les fonds verts, le financement de l'économie verte. La création de richesses, nous la recherchons aussi à travers le Fonds vert climat. À ce titre et dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national, le Sénégal, notre pays, s'était engagé dans la mise en œuvre d'une stratégie globale de mix énergétique et d'un processus global de lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié un programme préparatoire de notre pays au Fonds vert climat, estimé environ à 600 milliards de francs CFA. Nous avons bien noté qu'aujourd'hui,
il y a des difficultés d'accès au fonds vert. Point de contact, point focal, ministère de l'Environnement. Il travaille et il faut qu'il s'ouvre au secteur privé à la formulation d'un programme préparatoire de 600 milliards de francs CFA qui seront disponibles pour le secteur privé parce que les capacités productives, c'est vous. Le gouvernement sera attentif donc aux conclusions de la table ronde sur le fonds vert climat. Nous tenons à ce que les entreprises investissent davantage dans les énergies renouvelables, la lutte contre l'érosion côtière, la dépollution et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. S'il faut une législation fiscale appropriée et qui se justifie, elle sera étudiée. Et enfin, un message personnel de Monsieur le Premier ministre à l'adresse d'un illustre disparu. Je ne saurais terminer sans rendre un hommage mérité à feu le président Mokhtar Sow, premier président du CNP. Je l'ai connu. C'était un oncle, c'était mon oncle, même si ce n'était pas su. Il était un homme très engagé dans la cause de l'entreprise et le développement socio-économique de notre pays. Je voudrais ensemble que nous puissions observer 1 minute de silence à sa mémoire. Que la passion qu'il avait pour l'entreprise sénégalaise se traduise en un souffle salvateur et bénéfique pour vos travaux. C'est le meilleur hommage que vous pourrez lui rendre. Au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, je déclare ouvertes les assises de l'Emprise 2018 et je vous souhaite plein succès. Voilà donc les points saillants de la cérémonie de lancement des assises de l'entreprise édition 2018. Nous aurons l'occasion lors d'une prochaine émission de revenir sur les travaux de cette importante manifestation qui fera date dans l'agenda du Sénégal émergent. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission L'entreprise citoyenne. Le Conseil national du patronat et la Fondation Konrad Adenauer vous remercient pour votre attention et vous fixent rendez-vous pour la suite du programme.